Oui, a déjà commencé, n'a pas commencé. Tout se dessine là. C'est-à-dire que on veut donner un peu de légitimité au successeur. Si tant est qu'il n'en a pas, on veut lui donner un peu de légitimité. Alors, il va se faire élire à Abobo. Il va se faire élire à Abobo. Il va arriver au Parlement. Et même au Parlement, les gens étaient carrément prêts à en faire le président de l'Assemblée nationale. N'eût été la vigilance et les critiques des Ivoiriens. Donc, comme ça n'a pas marché au Parlement, on le bascule à la primature. Mais il ne peut pas être Premier ministre. Ça va faire trop clash devant le peuple ébrié qui sont fiers aujourd'hui de voir leur fils Begre Mambé être à la primature parce que n'oubliez pas que notre capitale économique, Abidjan, est basée carrément sur le village des Bidjan. Hein? Voilà. Donc, cher ami, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, simplement que on est en train d'armer, on est en train de verrouiller le pouvoir à travers un successeur qui est déjà destiné. Je vous dis que souvent j'ai lu des écrits où les gens disent est-ce qu'il y aura un match entre Patrick Hachi et tout même bon, Patrick Hachi a déjà donné les couleurs lors du congrès quand il a dit que le Ouattara 2 était très populaire et tout. En la vérité, eux tous au RADP, la seule personne qu'ils craignent en dehors du président Ouattara, c'est le Ouattara 2. C'est la photocopie. Donc, aujourd'hui, Ouattara en profite pour donner les armes nécessaires, non seulement au niveau gouvernemental, il lui donne les verrous, mais surtout, il lui donne les leviers de l'armée. Et je crois que le pays qui a le plus simplifié les bavardages, les débats, c'est le Cameroun, avec le décret qui vient de sortir, parce que finalement, ces deux pays-là se ressemblent avec l'extrême longévité des dirigeants au pouvoir, encore que, comment dirais-je, le doyen du Cameroun, il n'a pas d'égal à la matière, mais il a coupé court à tout le débat, c'est-à-dire à tout le folklore, à tout l'habillage que M. Ouattara se donne de la peine à mettre en place en Côte d'Ivoire. Lui, il a coupé court, il prend un décret, son fils, on crée le poste de vice-président qui n'existait pas au Cameroun au passage, et on nomme le fils comme vice-président et le débat est clos, avec les mêmes pouvoirs sur l'armée, c'est-à-dire qu'il a même temps ministre délégué pour l'armée. Donc c'est le même schéma, sauf que le Cameroun a été très grossier, là où M. Ouattara essaie d'édulcorer. Mais tout ça, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Les Ivoiriens sont... Oui, mais Alors, ce n'est pas oui, pratiquement la même chose. non, 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 mais regardez, en temps normal, le Premier ministre, quelles que soient les attributions de tout ministre, le Premier ministre reste le patron. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il est le chef du gouvernement. Donc, les autres, les ministères, là, quelles que soient les attributions puissantes qu'on peut donner à un ministre, tant qu'il est en dessous du Premier ministre, il est en dessous du Premier ministre. Je ne sais pas si tu comprends exactement ce que j'explique. Or, dans le cas d'espèce, on crée un poste de vice-premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir concurrencer, quelqu'un qui va venir défier le Premier ministre. Et non seulement on crée ce poste-là, mais dans les attributions, on précise en même temps tout l'armada militaire dont il est le chef. Autrement dit, la seule chose qui a manqué, c'est de dire qu'il est le chef des armées. Puisque au regard, autant pour moi, hein, puisque au regard de la Constitution, le chef des armées reste encore le président de la République. C'est tout ce qui a manqué dans ce décret d'attribution qui a été pris le 4 mars. C'est un décret qui va faire date. Donc, en clair, on a deux premiers ministres dont l'un a les attributions les plus claires. Il a le contrôle de l'armée,
il a le contrôle, il a un certain nombre de pouvoirs qui va finalement échapper à celui qui est censé être son patron. Vous voyez? Donc, quelque part, le déséquilibre est tout à fait clair. Et donc, la force est mise à la disposition de Ouattara II, qui, quelque part, est en train d'être dessiné comme le successeur. Quand j'ai fini de dire tout ça, mon cher Jacques Roger, dans tous les cas, c'est toi qui poses les questions, mais c'est la réaction des Ivoiriens par laquelle je chuterai tout à l'heure quand tu me donneras l'occasion. Pour conclure avec ça, est-ce que on n'est pas en train donc d'assister donc à une prise de pouvoir progressive sans passer par les urnes? Exactement, un peu comme ça. J'ai dit que cette fois-ci, on peut se permettre la comparaison des deux pays. Le parallélisme est tout à fait clair du côté du Cameroun. Parce que Biya, Paul Biya, pour ne pas le nommer, est plus que âgé, la 92e là-bas et tout ça. Donc, à un moment donné, si la nomination de son fils passait, dans les quelques mois qui vont suivre, vous allez voir qu'il va rendre sa démission et le petit frère, le fils nommé, va prendre la relève. En Côte d'Ivoire, c'est pratiquement le même schéma que l'on veut dessiner, mais avec beaucoup de tact, avec beaucoup de subtilité. Mais ça saute. Pardon, le vice-président était élu en même temps que le président. C'était ce qui avait été établi dans la première constitution. Et puis ça a été changé et on dit que le président maintenant nomme son vice-président. D'ailleurs, même l'actuel, on ne sait même pas sur quelle base juridique il est toujours vice-président, puisque depuis que le quatrième mandat est enclenché, il n'y a pas eu de nomination pour un nouveau vice-président. Donc, il n'y a pas chez eux, il n'y a pas de changement de régime, c'est la continuité. C'est pour cela que j'estime qu'avec les pleins pouvoirs qui viennent d'être donnés dans ce décret à Ouattara II, vous allez voir que c'est sa place qu'on est en train de dessiner très clairement. Et c'est pour cela que, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'élite, en tant qu'intellectuel, en tant que cadre, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, en tant que patriote, les messages que nous voyons, les messages que M. Ouattara nous envoie, doivent nous interpeller. On ne peut pas subir un dictateur pendant une vingtaine d'années, selon son schéma, selon ce qu'il est en train de dessiner, et puis venir subir encore son successeur désigné. Parce que, cher ami Jacques Roger, on n'aurait jamais fait ce débat-là si les élections étaient aussi transparentes et propres en Côte d'Ivoire. On n'aurait jamais eu ce débat si les élections étaient objectivement organisées. Parce que pour nous, qu'il nomme son épouse, qu'il nomme sa maman, qu'il nomme son père, qu'il nomme son frère, qu'il nomme, on s'en fout. Tant que nous savons que l'élection est transparente et que chacun peut avoir ses chances d'accéder au pouvoir. On a vu ici avec les Kennedy aux États-Unis, la famille Kennedy est toute dans la politique. Ça ne dérange personne. Les Bush, on a vu un Bush père, un Bush fils devenir président. Ça n'émeut pas les Américains parce que les Américains ont confiance dans leur système électoral. En Côte d'Ivoire, si nous avions un système électoral garanti, fiable, on n'aurait même pas discuté des Ouattara 1, Ouattara 2, parce que nous savons qui nous allons voter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que nous ne laisserons non seulement ce quatrième mandat-là, nous continuons de le combattre et nous savons que nous allons gagner ce combat. Nous allons avoir raison de ce quatrième mandat qui n'ira jamais à son terme. Je vous parle avec la conviction. Et je vous ai dit, nous sommes revenus avec la résurrection. Nous sommes encore plus forts. Et nous allons nous opposer à ce quatrième mandat jusqu'à notre dernier souffle. On va le faire avant qu'un certain Ouattara II ne rêve de venir à la tête de notre pays. Et j'ai dit